merci d'être avec nous cet après-midi. François Braun, je vous fais réagir tout de suite parce que je ne sais pas si vous aviez vu votre photo sur le futur. Hein, donc vous seriez peut-être un potentiel aussi ministre de la Santé dans les années 2040. Non, je ne pense pas, mais par contre, je remercie d'avoir mis cette photo pour probablement quelque chose d'assez simple. C'est quand nous étions au ministère avec Agnès Firmin-Lebaudot, c'était le ministère de la Santé et de la Prévention. Et malheureusement, ça a disparu. Bon, on va en parler sans doute, mais je crois que Lamine d'abord aimerait introduire et dire quelques mots sur chacun de vous. Oui, voilà, j'aimerais introduire d'abord dire tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec vous. J'associe également Yannick Noder, Catherine Vautrin et puis Frédéric Valtou. Alors je vais commencer par... Oui, allez-y Agnès. Il en manque encore 6. Ne me taquinez pas. Je vais commencer par vous Agnès, parce que j'ai toujours du mal à vous tutoyer. Vous êtes arrivée après 5 ans de maltraitance, donc j'ai pas oublié. J'ai pas oublié 2017 quand vous êtes arrivé au ministère et votre première mesure ça a été d'abolir, non pas les retraites, mais la dégressivité tarifaire. On se rappelle plus, mais au-delà d'un certain nombre d'actes, on avait le tarif qui était divisé par 2, c'est-à-dire qu'on mettait 2 fois moins de compresses et qu'on divisait les antibiotiques par 2. Vous l'avez aboli, c'était parfait. Vous avez œuvré pour Ma Santé 2022, vous avez travaillé sur la pertinence et surtout, vous avez créé avec nous et les fédérations le protocole de pluriannualité qu'on n'est pas arrivé à partir de 2023 à remettre sur le devant de la scène. Voilà, donc c'est une déception sur la suite, mais votre protocole avait fait référence et merci. Merci pour ces années partagées. Olivier, je me rappelle, alors c'est plus facile pour tutoyer, peut-être parce que tu es un garçon, je me rappelle ton appel... Je croyais que tu allais parler des beuveries partagées à Chamonix, mais c'est pas ça du tout. Non, moi c'est Val d'Isère, tu confonds avec un autre président, je pense. Je me rappelle de ton appel un vendredi soir où tu m'as dit il faut déprogrammer à partir de lundi 100 000 patients. Et on l'a fait. Ce sont des appels qui marquent dans une vie syndicale et dans la détresse à laquelle nous étions. Donc je me rappelle de cette déprogrammation. Je me rappelle la garantie de financement, la sécurisation que tu as donnée à l'ensemble des établissements. Malheureusement, on a constaté que toute bonne idée, quelquefois, nous échappe et cette garantie a trop duré. Mais ce n'était pas de ton fait. Mais merci. Merci pour le Ségur, aussi pour nos soignants, parce qu'au départ, nous étions exclus. Tu voulais nous exclure ou juste... Non, pas toi, hein, bon. Je veux dénoncer personne, mais c'était les syndicats. Exactement, syndicats qui exactement. Et c'est le dernier jour de la négociation qu'il y avait eu avec les syndicats où nous sommes appelés et tu nous as inclus dans ce Ségur de la santé et dans le reste des financements. Et bien sûr, je n'oublie pas la vaccination. Donc merci Olivier pour le travail que tu as fait quand tu étais à ce beau ministère. Merci. François, également, beaucoup de souvenirs et de plaisir avec notamment le Conseil national de la refondation, l'accès aux soins. Je me rappelle d'un été, début d'été, où tu venais d'arriver et tu me dis mais l'été va bien se passer. Alors qu'il y avait la canicule, il y avait les urgences qui étaient surchauffées et l'été s'est bien passé. Donc tu avais bien géré avec tes équipes cet été-là. Également, tu as revalorisé la PDS des urgentistes, des gardes, des urgentistes. On a eu un mal fou à la faire appliquer sur le territoire, mais on y est arrivé. Donc merci. Et également, c'était une époque peut-être plus simple. À Montpellier, lors de notre congrès, tu nous avais octroyé une enveloppe sociale et d'investissement de 250 millions d'euros. Ça fait rêver aujourd'hui, parce qu'on se bat pour avoir quelques dizaines de millions d'euros qu'on n'a pas, on est plutôt bientôt. Je pense qu'il faudra qu'on rembourse l'assurance maladie sur nos actes. Agnès, merci pour également votre engagement sur les soins palliatifs, la fin de vie, l'accompagnement et surtout la santé et la sécurité des soignants. Vous avez vraiment œuvré de longs mois pour faire en sorte que cette thématique avance. Voilà, j'en dirai pas plus. C'était juste pour vous rendre hommage. Alors, j'ai hésité à inviter Yannick Noder, mais je ne l'ai pas fait parce que je pense que la douleur voilà, n'est pas encore cicatrisée, donc j'ai pas voulu l'inviter, mais il aurait pu. Et il participe à ce tableau. En tout cas, merci encore d'avoir accepté ce jeu, parce que c'est un jeu, vous n'êtes plus en responsabilité. Mais comme je dis toujours, un ministre revient toujours. Un ministre est un homme politique ou une femme politique et on ne sait jamais. Donc il ne faut jamais insulter l'avenir. En tout cas, merci encore devant ces adhérents qui sont nombreux pour vous écouter. Merci Lamine pour ce mot introductif. Et merci pour vos applaudissements. Pour eux, bien sûr.
Alors, toute la journée, on a évoqué les nombreux enjeux actuels et à venir de notre système de santé. On a évoqué le vieillissement, l'attractivité, on a parlé d'évolution des technologies, d'intelligence artificielle, de transition écologique et d'autres sujets. Est-ce que pour affronter tous ces sujets, il faut revoir la façon dont on pense le système de soins et le rôle de l'hôpital de manière générale? C'est juste une vision générale pour commencer, François Braun. Oui, merci de l'invitation et de me donner l'occasion de débuter. J'ai vraiment entendu des choses très intéressantes cet après-midi. Merci. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout. On pourra peut-être revenir sur certains points, hein, où je reviendrai rapidement. En fait, en analyse que j'ai actuellement, quand je vous entends ici, quand j'entends les différents représentants de cet écosystème, c'est de dire qu'on a tout sur la table. Finalement, toutes les bonnes volontés, toutes les solutions sont sur la table. On a juste un problème, c'est que la table est bancale, elle est probablement trouée, et à mon sens, elle n'est pas réparable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces solutions n'ont pas une base commune, un récit peut-être, c'est ce qui a été dit, sur lequel on pourrait s'attacher. Alors, moi, j'ai deux choses à vous proposer. La première, c'est de changer vraiment de doctrine sur la santé. On l'a un peu abordé juste avant. La santé, ce n'est pas que le soin, et on sait parfaitement qu'on a un système centré sur le soin, c'est la prévention, et dans la prévention, le dépistage. C'est bien sûr le soin, mais c'est quelque chose qu'on oublie toujours et qui vient d'être oublié d'ailleurs dans cette présentation du futur, qui est la réhabilitation. C'est pas le tout de soigner les gens, il faut les remettre au travail quelque part, il faut les réintégrer dans la société. Et ça, nos voisins anglais ont bien mis ça en avant dans la réforme qu'ils sont en train de faire du NHS. Donc premier point, changer notre vision de la santé, l'élargir sur toutes les composantes de la santé. Deuxième point, nous avons un système certes qui marche sur ses deux jambes, la droite, la gauche, le public, le privé, d'une façon très globale, mais ces deux jambes qui n'arrêtent pas d'essayer de se faire des croche-pieds. Donc ce n'est pas très pratique pour avancer. Et pourquoi? Parce que nous avons un système qui est basé sur l'offre de soins, et qu'un système basé sur l'offre de soins est par définition concurrentiel. Et c'est d'autant plus concurrentiel quand on a des difficultés financières ou des difficultés en termes de personnel. Le PLFSS est annoncé. On va voir d'un côté le public, de l'autre côté le privé, tirer à U et à dia pour réussir à avoir des petits bouts de pourcentage. Et ça, c'est humain, on ne peut pas le changer. Ouais. Donc, quittons ce système basé sur l'offre de soins pour un système, et j'ai été ravi de l'entendre tout à l'heure par le directeur de Ramsay Santé, un système basé sur les besoins de santé de la population. Ouais. Intéressons-nous à ces besoins de santé parce qu'un système basé sur la réponse aux besoins sera un système qui forcera la complémentarité entre les différents acteurs. Et puis, ce n'est pas le tout de créer un système de façon un peu théorique. Si on ne tient pas compte des aspirations des professionnels de santé, on n'y arrivera pas. Oui. Or, le travailler plus pour gagner plus, c'est fini. C'est sociétal, ce n'est pas que les professionnels de santé. Donc, il faut aussi tenir compte de leurs aspirations. Voilà ce que je vous propose. On voit la santé dans son ensemble et puis on réforme structurellement notre système basé sur l'offre, sur un système de réponse aux besoins. Et puis tout ce qu'on a entendu aujourd'hui va entrer dans les cases, à mon sens, sans difficulté. Agnès Buzyn, comment, selon vous, est-ce qu'on doit envisager le service de santé à l'avenir? On a un système de santé qui a été pensé au XXe siècle pour les enjeux du XXe. Et les enjeux du XXIe siècle sont radicalement différents en termes de pathologie, en termes sociétaux, en termes technologiques. Et donc notre système est totalement inadapté. Donc je suis quelque part d'accord avec François sur le fait qu'il faut une transformation profonde pour répondre aux nouveaux besoins. Je suis arrivée à un point de ma réflexion où je pense qu'on sait tous ce qu'il faut faire. C'est-à-dire la tarification au parcours de soins pour les patients chroniques, des meilleures relations ville-hôpital, de la coordination interprofessionnelle, etc. Sauf que nous n'avons pas adapté nos modèles de rémunération dans le système aux objectifs qu'on se fixe. Et donc, on a beau faire des textes de loi, Ma Santé 2022, et même les lois de Marisol Touraine, et même les GHT, et même... En fait, on a beau modifier structurellement les organisations, nous n'avons pas adapté en regard le mode de financement. Donc on reste avec un financement de ce qu'on appelle la médecine de ville libérale qui explose aujourd'hui. On est à plus 5% des dépenses de santé des médecins généralistes et spécialistes en ville dans les 6 premiers mois de l'année 2025. C'est inédit, jamais vu. Et en fait, les tarifs hospitaliers, que ce soit privé comme public, sont la variable d'ajustement pour rester dans l'Ondam. Donc
quelque part, on privilégie un certain type de médecine au détriment d'un autre type de médecine dont on a tout autant besoin, qui est la médecine, quand je dis hospitalière, pour moi, c'est le privé comme le public, c'est-à-dire la chirurgie, l'hospitalisation, quand elle est nécessaire. Et donc là, je crois que nous avons à changer vraiment les modes de rémunération et à ne pas rendre le financement des tarifs tributaires des dépassements du côté de la médecine de ville. Donc je pense qu'il faudrait avoir 2 ondames, en tous les cas fixées, 2 enveloppes, mais que l'une ne dépende pas de l'autre et que chacun participe à l'effort national. Agnès Firmin-Lebaudot, vous acquiescez, vous êtes d'accord avec cette vision? Je crois qu'en fait on peut être que d'accord avec ce qu'on a tous constaté dans nos fonctions, j'allais dire, diverses et variées, soit de professionnels de santé, soit de députés, soit de ministres, c'est que nous sommes arrivés au moment où on voit bien qu'il faut changer de modèle. Les pièces, elles sont là. Avec François, on a souvent parlé de la boîte à outils. Mais la difficulté, c'est comment on insère tous les outils dont nous disposons, dont nous voyons bien qu'ils sont nécessaires, à la structure, à la fondation, qu'on n'a pas su rénover, en fait, qu'on n'a pas su adapter. Et donc, évidemment, ça ne rentre pas. Et donc, il faut qu'on arrive à avoir cette nouvelle vision de la santé qui passera par une réforme du financement, qui passera par, moi j'en suis intimement convaincue, une vision, j'allais dire, intégrée par tous les professionnels du parcours de soins, qui n'est pas encore complètement intégrée par une génération un peu plus ancienne de soignants, mais qui par la nouvelle génération arrivera, qui passera aussi par la nécessité de changer la formation des professionnels de santé. Parce que, très clairement, la formation, elle reste sur le tout curatif. Or, j'ai eu l'occasion de le dire dans les dossiers qui m'ont été confiés, si on ne forme pas au préventif, qui est notre premier parcours de vie, pour éviter de rentrer dans le curatif, si on ne forme pas au palliatif, eh ben on rate les 2 bouts de notre parcours de santé qui est adossé à notre parcours de vie. Donc je pense que le défi qui arrive, c'est faire les vraies fondations, refonder notre système de santé, avec bien sûr un modèle de financement qui soit adapté, ne pas oublier les 2 composantes du système de santé, c'est-à-dire les malades et les soignants. Et aussi mettre, je pense, ce que nous n'avons pas fait, les malades au cœur aussi de leur parcours de santé. Ça doit venir, ça doit être des acteurs de leur parcours de santé. Et puis bien sûr, mettre aussi les soignants, j'allais dire, au cœur de ce parcours et sans doute les intégrer un peu plus dans la structuration de notre futur système de santé. Mais je pense que c'est les fondations qui ne sont plus du tout adaptées, alors que les outils, on les a, mais ça ne rentre pas dans la maison. On va revenir en détail sur certains points. Est-ce que Olivier Véran, sur cette vision globale de la santé du futur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Vous me demandez devant un parterre de directeurs, de médecins, de DG d'ARS, de donner un avis fort de mon expérience passée. J'ai envie de dire, c'est typiquement français que de mettre des anciens ministres face à des gens compétents pour dire ce qu'il faudrait qu'on fasse. Donc, je serai assez modeste sur la question, bien sûr, vous dire... de manière générale, on dit que ça coûte plus cher et que c'est plus long de retaper une maison et d'en construire une nouvelle. Et on hérite tous d'une maison qui a été construite, on va dire, elle a été grandement élaborée, on va dire au début du XXe siècle, en réalité, avec la répartition des missions entre la médecine de ville, l'hôpital, public, privé, etc., l'organisation des formations, puis ensuite les CHU. Et effectivement, on sent bien qu'aujourd'hui, ça ne répond pas à la demande. Alors on voit autour de nous, moi j'aime bien regarder ce qui se passe à l'étranger, on regarde en Espagne, où ils ont des enveloppes qui sont confiées pour un territoire de santé. Et c'est d'ailleurs magique parce que quand on confie une enveloppe et les responsabilités populationnelles à des offreurs de soins, tout à coup, ils ont tous envie de coopérer. Tout à coup, on ne regarde plus est-ce que le voisin est capable de faire ça, etc. Le Conseil de l'ordre espagnol ne s'oppose pas à ce qu'il y ait des IPA qui puissent commencer à prendre des missions davantage médicalisées et les médecins en sont ravis.
Donc sans doute on hérite d'un système qui est extrêmement cloisonné, ça a été dit, écrit, organisé en silo, les gens se parlent peu, la formation est totalement, Agnès a raison, construite en silo. Donc sans doute qu'il faudrait arriver vers ça. Moi je suis pas sûr qu'on ait le grand soir pour avoir fait une dizaine d'années de politique de santé au Parlement et au ministère, parce que ça soulève à chaque fois des peurs, des craintes. Qu'est-ce qu'on va perdre? Est-ce qu'on va être battu? Et toute réforme entraîne forcément des perdants. Moi, je suis plutôt favorable à l'expérimentation, c'est-à-dire confier des territoires d'essai, des territoires pilotes, où on garantit que personne ne perd rien, et on dit, écoutez, organisez-vous, faites-nous une proposition. Nous, on ne sait pas. On a une expérience, comme clinicien, comme ministre, comme politique, mais à la fin, on n'est pas sur le terrain. Ce que j'ai pu constater, c'est que pendant la pandémie, quand on a dit ça aux gens, quand ils ont dit laissez-nous faire, parce que là, il y a péril dans la demeure, ils l'ont fait. Ouais. Ville, hôpital, privé, public, il y avait des vieux débats dans la presse, c'était pas ce que je voyais sur le terrain. Les gens étaient tous dans la même direction. Donc ça, c'est plutôt sur la méthode. Deuxième point rapidement, je pense qu'il faut qu'on déréglemente beaucoup de choses. Je pense qu'on étouffe sous le poids des réglementations. Je le dis en ayant été député et ministre, mais je le vois aujourd'hui avec des réglementations parfois où je me dis mais comment on a pu faire des trucs pareils? Parce que ça gèle aussi l'innovation. Et le troisième point, j'ai pas la réponse. Ça a été abordé tout à l'heure et c'est intéressant. Pas le côté prévention, parce que si on veut faire beaucoup de prévention, c'est pas 20% du budget de la Sécu. C'est on arrête la clope, l'alcool, l'ensoleillement. On a déjà fait 80% du boulot. Si je grossis le trait, mais on se voit bien que c'est compliqué. Non, c'est plutôt qu'est-ce qui nous attend avec ce mur d'innovation qui est devant nous. Qu'est-ce que ça va réellement changer? L'IA, la robotisation, la génomique, les NBIC, les neurotechnos. Qu'est-ce que ça va véritablement bouleverser? Ça va très vite. Partout ailleurs, ça bouge encore sans doute plus vite que chez nous. Non pas parce qu'on ne sait pas innover, on est très bon, mais parce qu'on n'a pas de modèle économique encore arrêté pour accueillir l'innovation dans les parcs hospitaliers. Et quand je regarde un Andam hospitalier maintenant, je me dis quelle sera la part consacrée à l'innovation pour moderniser nos dispositifs qui en ont grandement besoin. Alors je voudrais revenir sur un point que vous développiez en disant que quand on laissait les professionnels décider, choisir eux-mêmes, ils agissaient et très bien. Hier, Sébastien Lecornu disait qu'il fallait une remise à plat de la gouvernance du système de santé. Est-ce qu'il faut repenser la gouvernance territoriale de l'offre de soins, Agnès Firmin-Lebaudot? Ne vous inquiétez pas, je vais refiler le bébé à tout le monde. Hein. Alors j'ai essayé de décrypter ce que voulait dire le Premier ministre à travers ce message, parce qu'on peut y voir plein d'interprétations. Je pense qu'il voulait parler des ARS. On en a dans la salle. Ça n'est que mon idée, puisque on sait très bien que les ARS sont notamment depuis la crise sanitaire en suspension entre guillemets et sont régulièrement remises en cause, que ce soit par les députés très souvent, par les maires aussi, par les professionnels de santé, tout. Donc la volonté de certains de remettre la gestion de la santé directement auprès des préfets. Ça, c'est la ligne de conduite qui, je crois, est défendue par le président de la République accessoirement. Voilà. Moi, je l'ai dit, je l'assume. Je pense que les ARS ont été, j'allais dire, attaqués de façon assez facile. Pendant la crise sanitaire, si les directeurs d'ARS et toutes les personnes qui travaillent dans les ARS n'avaient pas été là, je pense que nous n'aurions pas eu, j'allais dire, les mêmes résultats dans les territoires. Et donc, je tiens à saluer leur travail. Une fois que j'ai dit ça, je ne dis pas que c'est satisfaisant. Messieurs les directeurs, souriez pas trop vite. J'ai pas dit que c'était satisfaisant. Je pense que les ARS ont subi la transformation en grande région au moment où elles arrivaient, j'allais dire, à la fin de leur maturation après 10 ans de création. Donc je pense qu'il faut revenir à une proximité. Et donc, avec Jean-Carl Grelier, avec qui nous avions évalué les ARS à la sortie du Covid, je reste persuadée que les ARS sont le bon outil, j'allais dire, de l'État dans les territoires, mais elles doivent être plus proches des territoires. Et donc, l'échelle départementale est pour moi la meilleure des échelles pour pouvoir décliner les politiques de santé et pour pouvoir avoir une action territoriale qui est, à mon sens, la meilleure des organisations possibles. En sortant, là, je demande à la cellule com de me faire un badge « Touche pas à mon ARS ».
touche pas à mon ARS. Parce que la proximité, c'est aussi homme dépendant. Il y a des directeurs d'ARS qui connaissent l'ensemble des départements, le prénom. Touche pas à mon directeur d'ARS plutôt que ou à ma directrice, parce que Clara est également là dans la salle. Non, bien sûr qu'il faut la proximité, mais c'est facile peut-être de dire ça parce que franchement, nous on veut un patron, quoi. Et si le préfet est demain, si demain le préfet est patron, il va nommer un préfet santé, ce sera pareil. Voilà, donc je crois absolument pas. Et je vais dire, non, je vais aller encore plus loin. J'ai cherché à comprendre pourquoi. En fait, le directeur d'ARS n'est pas sous la... Je ne sais pas si c'est la tutelle le bon terme, enfin c'est celui qui me vient à l'esprit, du ministre de la Santé. Je pense que c'est ça qui ne va pas. Le préfet, il est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Le directeur d'ARS, il est invité au ministère de la Santé par le SGG, le secrétaire général du ministère. Il n'y a rien qui le lie directement au ministre de la Santé. Je pense que c'est là un des sujets. Si le ministre de la Santé ne l'aime pas, il saute le mercredi suivant. Hein. Ou alors on joue sur les mots. Hein. Non mais c'est Attends, hein, on a connu ça, n'est-ce pas, Olivier? En termes de lien et de responsabilité politique, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc, mais la proximité, c'est pour moi et les ARS ne survivront entre guillemets à tout ça que si elles savent recréer de la proximité avec tous les acteurs des territoires. Quand je dis les acteurs, c'est aussi les maires des collectivités territoriales, c'est aussi les soignants. Et c'est bien sûr tout l'écosystème de la santé. Un mot sur l'hôpital public qui va mal. Le malaise des soignants est important. Olivier Véran, pour vous, le problème vient du statut avant tout. Expliquez-nous ça. Ah oui, là, je vous lance direct sur un sujet qui vous tient à cœur. Vous m'invitez à la FHP pour parler de l'hôpital public. C'est particulièrement Je ne sais pas si vous avez entendu ce que vient de me souffler Lamine. Qu'est-ce qu'il a dit, Lamine? Il faut privatiser les hôpitaux publics. Non. Tous les grands mots. D'abord, juste sur les ARS, on peut fermer le banc. Les préfets n'en veulent pas de la santé. Il n'y a pas un préfet qui veut gérer la santé. Donc, chaque fois, on ramène le truc. Les ARS font un super boulot. Il y aura, si on change l'ARS, on mettra un autre organisme qui aura un autre nom, qui aura les mêmes fonctions, les mêmes missions. Je pense qu'on fait couler beaucoup d'encre pour rien. Je pense qu'il faut arrêter les... Bref. On peut évidemment changer des choses. Hein. Peut-être, je l'ai dit, dénormer, réorganiser la territorialité au niveau régional, départemental. Il y a plein d'idées. Non, vous m'interrogez sur l'hôpital. Non. Moi, ce que je fais comme constat, c'est que... oui, il y a un sujet avec le statut peut-être de l'hôpital public et je dis que peut-être on peut se poser la question de faire une réforme pour l'hôpital qui serait assez proche de celle qui a été faite pour la Poste et la SNCF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hôpital public est une administration publique avec un statut extrêmement rigide, code des marchés publics, etc. Statut et très peu en fait de flexibilité, très peu d'intéressement, très peu d'évaluation et très peu de responsabilisation. Et je dis juste que si on envisage de passer à un statut, je fais attention aux mots, un statut d'entreprise publique, c'est-à-dire 100% actionnariat État, pas de dividendes, etc., ça nous permet, 1, de conserver un contrat sécurisé nationalement, 2, de le mixer pour faire venir d'autres types de professions, comme vous le faites dans le privé, des spécialistes de l'IA, des ingénieurs ou que sais-je, avec des statuts qui sont différents, d'avoir davantage, comme c'est le cas dans toutes les cliniques privées de ce pays, d'intéressement des directeurs, etc. Donc on change la logique managériale, on reprend la dette au passage, et si on s'interroge sur l'impact que ça a eu à la Poste et à la SNCF, je vous invite à regarder les statistiques de taux de grève, de satisfaction des salariés et, pardon pour ça, mais les élections professionnelles qui ont plutôt montré une poussée des syndicats modérés au détriment des syndicats très contestataires. C'est-à-dire que les gens n'ont pas l'air plus malheureux, ça a l'air d'être plutôt l'inverse. C'est pas, encore une fois, pour solde de tout compte, mais sans doute que ça peut créer de la dynamique et peut-être que ça rapprocherait aussi, au sein d'un territoire, les discussions entre les établissements de différents statuts que moi, j'ai jamais compris de mon regard et de médecin et de ministre, parce qu'en fait, vous faites le même boulot. Ouais. François Braun, votre avis là-dessus? Sur les deux questions. Sur les deux. Déjà, je vais vous donner un scoop. Je me rattache toujours à mon discours de base sur le besoin de santé. Le scoop, c'est que l'état de santé de la population en Moselle-Est, industrielle et minière, n'a rien à voir avec l'état de santé de la population du Pays Basque ou de la Côte d'Azur. Donc dès lors qu'on veut construire un système basé sur les besoins de santé, forcément, on doit avoir une réflexion territoriale. Et forcément, on doit se rattacher à une certaine forme de territorialisation de la santé, qui est encore à inventer. Et dans cette territorialisation de la santé, et avec Agnès Firmin, on a fait beaucoup de CNR santé, et c'était quand même quelque chose de très positif. On voit bien que la gouvernance va tourner autour des élus, des professionnels de santé, des citoyens, et qui font un pilote dans l'avion, et que les ARS sont toutes désignées pour être le pilote dans l'avion. Donc je crois que cette question de territorialisation,
globalement, tout le monde est un petit peu d'accord. Après, sur l'hôpital public, moi je vais même plus loin, allez, il faut être provocateur. Je pense qu'il faut totalement dissocier les missions de service public du statut de la fonction publique. Il faut donner cette possibilité à tous, sur un territoire, en complémentarité, de prendre ces missions de service public, on pourrait les citer, que ce soit les urgences, la permanence des soins, enfin on a tout un fait, et puis libérer l'hôpital de ce statut de praticien hospitalier et d'autres statuts publics. Parce qu'il y a des professionnels qui voudront continuer à être sur ce statut, très bien, mais il y en a d'autres qui n'en peuvent plus de ce statut, qui est confortable, mais qui est aussi très contraignant. On ne peut pas faire forcément de la recherche, on ne peut pas avoir de rapport avec le privé si on veut faire de la recherche, etc. etc. Donc je crois qu'il faut là aussi casser le système. Cette réponse aux besoins, dans la complémentarité, à l'échelle des territoires, impose que les gens puissent travailler ensemble en totale liberté. Un mot rapide sur la gouvernance au sein même des hôpitaux. Est-ce qu'elle doit être repensée selon vous, Agnès Buzyn? Alors, je vais pas répondre à cette question. En fait, je pense qu'elle est accessoire. Par rapport à tout ce qu'on discute, en fait, je pense que c'est une question de positionnement des uns et des autres, de pouvoir. Elle peut être revue. J'avais lancé une mission sur la gouvernance hospitalière. Ouais. Elle avait apporté quelques recommandations, etc. Mais en fait, je pense que c'est vraiment pas le cœur du problème. Et je voudrais pouvoir répondre sur la territorialisation. Je pense qu'on est tous d'accord, en fait. D'abord, d'accord sur le fait que les ARS, elles jouent un rôle majeur. C'est une administration déconcentrée. Ce sont des petits ministères au plus près du terrain, au plus près du besoin, qui évitent cette vision centralisée au niveau parisien d'un territoire qui est très, très loin. Donc, on a besoin des ARS. Après, pourquoi elles sont décriées? Parce qu'elles font leur job, en fait. Leur job, c'est face à des ressources limitées, à des pénuries de professionnels, au fait qu'il faut restructurer l'offre hospitalière parce qu'on ne peut pas faire de l'excellence partout dans tous les hôpitaux et de la technicité partout. Elles disent non. Elles disent non à une activité. Elles ferment une maternité. Et donc, en fait, les élus locaux ne sont pas contents puisqu'ils veulent garder la radiologie interventionnelle, leur maternité, leurs urgences. Donc, à force de dire non à tout le monde, et c'est leur job, eh ben, on veut les supprimer. Moi, je pense que c'est une erreur parce qu'on a besoin d'un régulateur quand même. On ne peut pas laisser n'importe quelle offre, n'importe où, foisonnante sur tous les territoires. Ensuite, je considère qu'il y a besoin effectivement de territorialiser les actions que l'on fait, parce que comme le dit François Braun, les besoins en santé publique ne sont pas du tout les mêmes d'une région à l'autre, en milieu rural, en milieu urbain. Et donc quand je dis qu'il faut changer le mode de tarification, je pense qu'il faut une tarification diversifiée et qu'on puisse contractualiser au niveau de chaque territoire pour dire ce qui est prédominant. Je pense qu'il y a certains territoires où ce qui doit être prédominant, c'est de favoriser l'accès aux soins. Dans d'autres territoires, c'est peut-être des missions de santé publique et de prévention. Dans d'autres territoires, c'est peut-être... enfin, je ne sais pas, mais en tous les cas, je pense qu'il faut 3 ou 4 modes de rémunération différents qui prennent en compte les parcours de soins, le public, le privé, l'hôpital et la ville, mais surtout qu'on puisse l'adapter à chaque territoire. Moi, par contre, je suis totalement contre le fait que les régions disposent d'un budget, ce qu'on appelle l'ORDAM, qui est très à la mode. Les présidents de région disent tous, moi, si on me confie le budget de la santé, je ferais mieux. Alors, c'est simplement vivre ce que nous vivons aujourd'hui au niveau national, avec la compétition que nous subissons par les pays les plus riches, la Suisse, le Luxembourg, l'Allemagne, qui attirent les professionnels. Nous allons vivre exactement la même chose à l'échelle des régions où chacun va mettre de plus en plus d'argent pour attirer les meilleurs. Moralité, tous les pays qui ont une régionalisation de la santé, que ce soit l'Allemagne, la Suisse, sont des pays où la santé coûte plus cher. En fait, c'est une échelle de perroquet où on fait monter les prix. Et donc, en réalité, on est sûr d'avoir un système de santé plus coûteux à l'arrivée. Donc, non à l'ORDAM. Par contre, oui à une territorialisation, à des contractualisations en fonction des besoins territoriaux. Vous êtes tous d'accord avec ça, Agnès Firmin-Lebaudot? Ça, pour le coup, je reviens à mon fameux rapport sur les ARS. Jean-Carl Grelier, lui, a proposé que les régions récupèrent la compétence santé. Moi, très clairement, j'avais mis un gros point rouge. Mais en termes d'égalité d'accès, ce serait la pire des décisions que nous pourrions prendre. Vraiment. Par contre, que les régions
et elles l'ont fait chez nous dans le cadre du Ségur, puissent abonder en termes d'investissement, ça c'est autre chose. La contractualisation sur l'État mettant pour un EHPAD ou un hôpital, et nous derrière on abonde en termes d'investissement, pourquoi pas, mais certainement pas sur la gestion de santé. Je vois bien l'écueil des régions avec la personne qui est transfrontalière de la région. Oui. Tu as plus ou tu as moins. Oui. Et tu peux être à 2 km, 3 km. On le vit avec les sécards de dotation populationnelle pour la psychiatrie et le SMR. L'État garant de l'égalité et de l'équité, c'est mort. Hein. Donc là, ce serait compliqué, je veux dire, parce que tu es avant le pont ou après le pont, tu as plus de moyens que si tu es... donc c'est compliqué. Hein. Non seulement contre les ORDAM, d'ailleurs on regarde l'Allemagne, je crois qu'ils ont le record du nombre de lits, parce que les régions ont le moyen de financer les équipements, mais ils n'ont pas la gestion du risque. Donc il y a beaucoup d'inaugurations, c'est aussi le corollaire de ça. Je vous le redis, hein, dans un monde idéal, je ne dis pas que l'Espagne fait tout parfaitement, je dis juste que ce qu'elle fait en ce moment est extrêmement intéressant dans certains territoires. Dans un monde idéal, on ne se pose plus cette question de savoir qui répartit l'enveloppe de financement, on la confie aux acteurs, avec la notion de responsabilité populationnelle sur un territoire, avec une évaluation. On n'est pas très bon pour évaluer en France, on n'a pas cette culture-là, et vous évaluez les retours sur, non pas investissement, mais sur budgétisation, et vous confiez aux acteurs cette enveloppe-là. Moi, je suis à peu près convaincu que c'est la vraie dystopie ou la chose un peu, la truc un peu progressif qui réussirait. A été évoqué par Didier Jaff tout à l'heure sur la Catalogne. Effectivement, mais la Catalogne, ils rêvent d'être indépendants. Donc c'est comme si tu disais, on met un ORDAM sur la Corse, quoi. Voilà, à peu près. Là, ils diront oui et on prend. Non, mais tu as des populations de 120 000, 150 000 habitants dans des territoires donnés où les enveloppes sont accordées aux acteurs publics, privés, hospitaliers, libéraux, en leur disant ce qui nous intéresse, c'est que les patients qui ont des besoins de santé trouvent une réponse à leurs besoins de santé, et on évalue derrière et on fera les comptes derrière. Et ils ont une pluriannualité de ces financements. Et bon, voilà, ils arrivent à trouver un coordonnateur. Vous savez, en France, c'est compliqué, hein, tout le monde veut se coordonner et coopérer, mais quand vous dites le parcours de coopération dans le diabète, tout le monde est d'accord, mais quand on dit qui va financer, l'hôpital veut le financer, le diabétologue veut le financer, le médecin généraliste aussi veut gérer l'enveloppe, l'infirmière, le pharmacien, bref. Et on échoue là-dessus depuis quand même une dizaine d'années, donc expérimentons. François Braun. Oui, l'ORDAM, je le vis tous les jours. Je le vis tous les jours avec un petit bout d'Europe qui s'appelle le Luxembourg, qui est à 10 km d'un des hôpitaux du CHR de Mestionville. C'est assez simple, 80% des soignants luxembourgeois sont français. Le salaire est multiplié par 3 au Luxembourg. Voilà, donc si on veut vivre ça à l'intérieur de la France, il faut y aller. Alors, moi j'ai juste une petite remarque sur cet ONDAM. J'aimerais que l'ONDAM ne s'appelle plus ONDAM. J'aimerais qu'il s'appelle ONDAS. Objectif national des dépenses d'assurance santé. Sortons de cette fichue logique du soin. L'assurance maladie, on n'est que dans le soin. Sortons un petit peu de ça et revenons sur ce principe de santé dans son ensemble. Quelqu'un me posait une question. Peut-on imaginer un financement identique pour une mission de service public, qu'elle soit réalisée par le privé ou le public? C'est pas moi qui ai posé la question. Non. vous dites tous je pense qu'on peut le dire en chœur, on est tous d'accord, oui. Pourquoi vous l'avez pas fait? Il y a une petite question de temps. D'accord. Mais certains sont restés plus longtemps que toi. Hein. Alors, on va avancer là sur l'attractivité, les conditions de travail. J'y pense parce que forcément, le Luxembourg doit attirer beaucoup de professionnels s'ils sont payés 3 fois plus cher. On a évidemment un gros enjeu sur l'attractivité des métiers avec les contraintes des horaires, les prises en charge de la santé mentale des soignants. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Comment vous imaginez? C'est quoi les solutions pour que les soignants se sentent bien au travail et viennent plus nombreux? Olivier Véran, vous me regardez, donc je vous donne la parole. Non, mais moi je ne vais pas parler de la question salariale qui est une évidence, même si avec le Ségur on a en fait rattrapé le retard qui avait été accumulé. D'ailleurs je m'inquiète quand je vois les niveaux d'ONDAM qui repartent de niveaux très serrés. On sait qu'il y aura 2 corollaires à ça. Réduction, j'ai déjà dit, des dépenses d'investissement à la portion congrue, et on va prendre un retard considérable par rapport aux autres pays de l'OCDE, j'en ai peur. Il y a déjà 3% des dépenses d'IT qui vont à l'innovation numérique en France contre 10% dans l'OCDE, on va le creuser. Et deuxièmement, c'est qu'on va à nouveau prendre du retard sur le niveau salarial par rapport au reste de l'Europe, et donc on aura un Ségur de rattrapage dans 7, 8, 10 ans. Et donc en fait, ce pilotage-là, ce qu'Agnès avait voulu faire, qui était très malin et absolument indispensable, c'est un ONDAM pluriannuel, quinquennal, auquel on se fixe, on ne le bouge pas, en tout cas c'est un minimum, on peut l'augmenter s'il y a des crises sanitaires. Voilà. Je réponds complètement à côté de la question. C'était sur l'attractivité. C'est pas grave.
Et sur l'attractivité, il y a plein de choses. Moi, je pense que sur la question hospitalière, quand on est médecin, on passe des concours très durs, on aime bien les challenges. Et c'est vrai, quand on rentre dans la carrière de fonction publique et qu'on se dit on va être payé à l'ancienneté, c'est à la fois confortable et à la fois pas très valorisant pour des gens qui ont parfois envie d'en faire davantage. Donc, je reviens sur mon idée saugrenue de tout à l'heure. Ensuite, c'est la reconnaissance des compétences. La France est l'un des rares pays où on n'a quasiment pas de profession de santé entre le bac plus 3 et le bac plus 12, si je grossis le trait. Donc moi, j'ai voulu développer les IPA, j'ai voulu faire en sorte qu'on ait de la VAE, qu'on puisse aller attraper une aide-soignante à l'hôpital en lui disant « Tiens, t'es hyper doué là-dedans, est-ce que tu veux pas devenir infirmière ?» Enfin, il faut vous rendre compte des corporatismes parfois et de ce qu'on se prend dans la tête quand on essaye de proposer ça. Je me suis battu pour l'accès direct au kiné. Quand j'ai proposé que les aides-soignantes puissent vacciner pendant le Covid, s'il n'y avait pas eu la pandémie, je pense que j'aurais été lynché en place publique. Les pharmaciens, il fallait demander à l'HAS pendant des années s'ils auraient le droit de vacciner en rappel, si c'est la 4e année, quelqu'un qui a un diabète plus de 65 ans et dont la mère est portugaise. Non, mais j'exagère à peine. Et puis finalement, quand on leur a dit vous pouvez vacciner, distribuer des tests et commencer à faire des consultations, ça se passe très bien. Donc moi je pense qu'il faut moins de rigidité, qu'on fasse davantage de place aux compétences et aux appétences de chacun pour que chacun puisse se dire qu'il peut évoluer dans la carrière. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez indispensable. Ensuite, ils reçoivent tout l'amour, les soignants, et ils le méritent de la part de la population française. Et pour autant, il y a un truc qui coince. On le voit bien. Et même à niveau de financement identique de l'hôpital, si on compare deux pays, le taux de confiance et de bien-être des soignants en France est quand même beaucoup plus bas que la moyenne qu'on peut constater en Europe. Et pourtant, ils tiennent bon. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours ravis, mais ils sont là. Et ils partent moins qu'ailleurs, en réalité. Pendant le Covid, ils ont plus tenu en France, y compris en post-crise, qu'ailleurs. Donc il faut trouver des solutions. Je veux reconnaître encore une fois les missions, les compétences, y compris ceux qui veulent faire de l'enseignement. Il faut qu'on ait des infirmières avec un doctorat parce qu'ils puissent aller développer des protocoles de recherche en soins infirmiers, oui, ils etc. le réclament. Mais évidemment, mais ils ont raison. On a vraiment cornaqué un truc qui fait que c'est très compliqué aujourd'hui de se dire qu'on a sa juste place dans le système de santé. Mais c'est terrible parce qu'à vous entendre, il y a plein de choses à faire, il y a plein de bonnes idées, tout le monde est d'accord, mais en fait, on arrive à changer les choses qu'en cas de crise, quoi. Ben, on a quand même changé des choses de ce point de vue-là sur les infirmières en pratique avancée, c'est formidable. Enfin, c'est quand même un pied dans la porte. Et encore une fois, je vous invite à regarder. Je ne veux pas revenir à chaque fois sur la question de l'ordre des médecins, mais quand vous regardez les réactions, les communiqués de presse qu'on peut lire quand on essaye de bouger un tout petit truc qui existe partout ailleurs dans le monde, en donnant un tout petit peu de compétences, franchement, justifiées, assorties d'études. Non, donc, voilà, il faut changer l'état d'esprit et leur dire on vous aime, on a envie que vous soyez heureux dans votre métier, et donc évoluer avec nous. Agnès Firmin-Lebaudot, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur... Non, en fait, je pense que c'est la jeune génération qui va obliger le système à évoluer. Et je crois que le travail en interprofessionnalisation, le fait de l'apprendre dès ses études, va aussi nous permettre, j'allais dire, de donner des perspectives d'évolution. Il faut de la souplesse, on l'a bien vu, des perspectives d'évolution, de pouvoir permettre les passerelles public-privé, ville-hôpital. C'est ce que nous demandent les professionnels. Et on a un système qui est trop rigide et qui ne permet pas ça. Et donc c'est tout ça à la fois qui nous permettra de faire en sorte que les soignants vont bien. Voilà, les enjeux autour de la sécurité des professionnels de santé. Enfin, là aussi, il faut le dire. Le nombre de professionnels qui se font agresser, que ce soit physiquement, verbalement, tous les jours, c'est pas acceptable. Je vous parle pas de la santé mentale et vous l'avez parlé, mais de la santé tout court des professionnels. Donc tous ces sujets-là font que, mais le redonner du sens à l'exercice, c'est aussi arriver dans un service avec une équipe qui est stable, qui ne change pas tous les 36 matins, et que vous savez que vous avez un emploi du temps aussi qui est à peu près stable. Et c'est tout ça. Donc tout ça à la fois, ça fait beaucoup, mais ça participera forcément, j'allais dire, à ce renouveau nécessaire de notre système de santé et au bien-être des professionnels de santé et de tous les professionnels de santé. Agnès Buzyn, je vous appelle vous interroger, vous avez l'air très malade. Je suis vraiment désolée, je vous remercie d'être avec nous cet après-midi. Non, ça va, ça a été pire hier. Je sais que pour vous aussi, dans le bien-être des soignants, c'est aussi leur lieu de travail. C'est exactement ça. Je pense aujourd'hui qu'on ne peut pas tout rapporter au salaire. Je ne dis pas que les salaires ne sont pas importants, et bravo à Olivier d'avoir obtenu le Ségur,
Mais je pense que les soignants, ils sont avant tout attachés à bien faire leur travail. Et donc à être respectés en tant que soignants et d'avoir la possibilité de bien faire leur travail. Ça veut dire un environnement respectueux. Ça veut dire des outils de qualité. Ça veut dire de l'accessibilité à des plateaux techniques de haute technicité. Et ça veut dire de l'investissement. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Évidemment, il faut des revalorisations, mais ces revalorisations ne peuvent pas se faire au détriment de la revalorisation de l'outil de travail et de l'investissement dans l'outil de travail. C'est ce que j'avais essayé de faire avant de partir, en obtenant la reprise de la dette des hôpitaux, parce que je considérais aujourd'hui que la dégradation, notamment dans l'hôpital public, était à un tel point qu'il n'y avait plus de plaisir pour notamment les équipes chirurgicales à y rester. Et on le voit bien dans le privé, vous faites appel quelque part à des investissements privés parce que vous en avez besoin. Donc si l'hôpital public n'investit pas, je pense que les soignants du public continueront de partir dans le privé. Alors, il y avait justement une question, est-ce que vous quatre êtes totalement, est-ce que c'est un tabou, la privatisation des hôpitaux publics? Enfin, je suis désolé, c'est absolument pas la question. Enfin, c'est ni privatiser ou pas privatiser, c'est travailler sur ces missions de service public, décloisonner, donner des possibilités. Mais la question n'est pas de privatiser ou pas. On voit des systèmes qui sont majoritairement privatisés. Ils dépensent, je pense aux États-Unis, ils dépensent plus d'argent pour leur système de santé et globalement, on considère que les gens sont moins bien soignés. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Je pense que le problème qu'on a actuellement, c'est de proposer des solutions sans faire le travail de fond sur le structurel. Repartons, Olivier le disait très bien, ça coûte plus cher de réparer une maison ancienne que d'en construire une neuve. Le problème, c'est qu'on a plein de gens qui habitent la maison et on ne peut pas les mettre dehors du jour au lendemain. Donc il faut qu'on retravaille le modèle de base, qu'on restructure, qu'on mette cette complémentarité. Moi j'ai toujours dit, les deux jambes, elles sont indispensables, mais il faut qu'elles marchent dans le même sens. Et c'est ce qu'on a fait pendant le Covid, pour reprendre ce que disait Olivier tout à l'heure. Sur le sujet de la pénurie... Non, sur la privatisation, effectivement, c'est un peu violent. Moi, ça fait 20 ans que j'en rêve. Mais peut-être commencer par donner des autorisations au privé que le public ne peut pas faire ou fait mal. Et c'est l'inverse qu'on voit sur le territoire. Sur la cancérologie, on en a parlé ce matin, il y a une région de France, et je ne vais pas la citer, mais qui a donné des autorisations à un hôpital public qui n'avait pas les seuils, qui les a refusés à la clinique, qui le fait de manière pertinente, avec un seuil, et qui ne pourra plus le faire demain. Bon, donc ça engendre des recours, et comme on dit toujours, s'il y a des volontés de faire, donner l'autorisation aux deux acteurs, et après on regarde ce qui se passe. Mais de faire une dichotomie entre public et privé, ça devient, François, vraiment très difficile sur le terrain. Le sujet des autorisations m'intéresse beaucoup, et je vais même plus loin, c'est un mauvais système. De mettre en place des autorisations est absurde par rapport aux besoins. Moi, je serais plutôt sur faire un appel d'offres. Que sur un territoire où on identifie un besoin de cancérologie, on parle de la cancérologie compliquée de l'ovaire, ok, parce qu'il y a un certain nombre de besoins, eh bien on fait un appel d'offres. Et le mieux disant va répondre à cet appel d'offres, que ce soit le public, le privé ou l'association des deux. On n'est jamais certain du jury et de l'impersonnalité du jury quand il y a... Ou alors il faudrait le faire à l'aveugle, et c'est pas possible. Mais le principe des appels d'offres dans le public, où c'est des enveloppes qui arrivent et on ne sait pas qui c'est. Mais là, quand il y a un hôpital qui fait une demande, il y a toujours, je dirais, un tropisme vers l'hôpital public. On peut dire ce qu'on veut, on le vit tous les jours, et c'est très, très désagréable. Mais aussi, probablement, alors moi je suis de l'hôpital public et j'y tiens, je suis très attaché à l'hôpital public, j'y suis retourné. Il y a aussi une crainte du décideur, probablement, sur des garanties de permanence des soins, de continuité, de choses comme ça. Donc en fonction des actions, forcément, il peut y avoir un tropisme, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, mettons les gens ensemble autour de la table. Mais sur les obligations de permanence des soins et les urgences et les fermetures de nos services d'urgence la nuit, il y a beaucoup de publics qui ferment aussi, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les compétences, et ça on n'en parle pas beaucoup. Dès qu'il y a un établissement privé, une clinique privée qui ferme une nuit, 2 nuits, 3 nuits, alors déjà il y a un impact sur la dotation populationnelle. Aujourd'hui c'est le nombre de journées fermées, on réduit d'autant la dotation. Bon ok, pourquoi pas, mais l'hôpital public aussi alors. Et ça je suis pas certain. Ça, je suis pas certain que l'hôpital public voit sa dotation diminuer. Et le public a les mêmes problèmes que nous, mais c'est toujours nous les fautifs. C'est vrai que on ferme des maternités, mais si tu reprends les 10 dernières années, le public a fermé quasiment autant de maternités que le privé. Quasiment autant. C'est statistique. Parce que le public non plus n'y arrive pas.
Donc voilà, il faut aussi raison garder sur la diabolisation du privé qui fait ce qu'il veut, qui choisit ses patients, ferme ses activités, parce que voilà, c'est la caricature. Il n'est pas question de diaboliser, hein. Simplement, si on se projette, puisque c'est le sujet finalement, le système de santé du futur, il doit être collaboratif. C'est obligatoire, en tout cas pour moi. Sinon, on reste sur les vieilles guerres et les vieilles lunes des uns et des autres. Le territoire, ça reste l'échelle. Le bassin de santé, le bassin de vie, ça reste l'échelle. Et je pense que, pour le coup, les autorisations, elles sont à la hauteur de l'échelle. Il y a un moment, voilà, sur le cancer des ovaires, est-ce que pour un bassin de vie, c'est nécessaire d'avoir 3 hôpitaux qui font... Peut-être pas. Donc ça se réfléchit à l'échelle d'un bassin de santé. Répondre aux besoins. Je reviens sur la pénurie des soignants parce qu'il y a pas mal de questions. Que pensez-vous, et la question est vous posée à tous les 4, de la reconnaissance des compétences des médecins étrangers? Assez régulièrement, ils sont méprisés par le système et obligés d'avoir un parcours du combattant. Qui veut répondre? Vas-y, Olivier. Moi, j'ai toujours eu un malaise, et d'ailleurs, c'est le ministre roumain de la Santé, je crois qu'il m'avait dit à une époque, vous êtes super sympa en France, mais on paye 40 000 € en Roumanie pour former des médecins roumains. Si vous pouviez arrêter d'envoyer des chasseurs de tête pour nous les piquer, ce serait super. J'avais une collègue en neuro au CHU de Grenoble qui était en train de terminer son internat de neurologie. Elle était originaire du Sénégal. Le Sénégal forme beaucoup de neurologues. Il n'y a aucun neurologue installé au Sénégal depuis 10 ans au moment où elle était arrivée en France. Donc il faut aussi qu'on ait une réflexion, je dirais un peu de solidarité avec tout le monde. Non mais cet enjeu des médecins, évidemment, il faut bien les accueillir. Olivier, il y a aussi des Français qui vont en Roumanie pour se former parce qu'ils sont, bien sûr. Ils sont recalés à 15 de moyenne. Tu me dis ça à moi, je trouve que c'est complètement... Non, je ne dis pas ça à toi, c'est parce qu'on engage la discussion. On a gardé pendant 40 ans un doudou des pouvoirs publics qui consistait à empêcher des jeunes médecins de faire médecine en France, tout en les regardant faire médecine ailleurs à l'étranger pour revenir en France, et tout en payant pour aller chercher des médecins étrangers formés à l'étranger. Donc je suis convaincu de ça. Et Agnès a supprimé le numerus clausus, et moi on était 3500 par an formés en médecine quand j'ai passé la première année. Je crois qu'il y en a 12 000 là. Ça commence à aller un peu mieux. Et si je dois faire une prédiction pour faire la science-fiction tout à l'heure, je pense que l'accès à la connaissance universelle que permet l'IA aujourd'hui fait qu'on aura sans doute, à mon avis, on va revisiter, certains pays de l'OCDE vont commencer à réduire les voilures sur la durée des formations. Oui, c'est ça, parce qu'on a beau avoir 12 000 personnes aujourd'hui, c'est long la formation. J'ai toujours été assez opposé à l'extension ad vitam des DES, parce que bientôt il faudra 12 ans avant de commencer à toucher un malade. Moi je pense qu'il faut qu'on simplifie les choses et qu'on raccourcisse le premier cycle. Et encore une fois, vous l'avez compris, moi je suis plutôt d'avis de donner des compétences, aussi des montées en compétences pour d'autres professionnels. Donc ça c'est aussi une manière de régler le problème démographique. Mais sur la question particulière des PADU et des médecins étrangers en général, enfin, moi je suis pas fier, je le dis ici, je suis pas fier. Il y a eu des mécanismes qui ont été construits dans l'objectif unique d'empêcher un médecin PADU de pouvoir exercer ailleurs qu'à l'hôpital où il arrive pour rendre service dans le service. Et en fait, donc voilà, on a changé les choses, on a bougé quand même. Il y a des commissions de validation, il y a beaucoup plus aujourd'hui de validation de médecins étrangers qu'à une certaine époque. Mais si je reprends le quinquennat, je pense que c'était encore 2012-2017, franchement, vous regardez les mécanismes, c'était assez cynique. C'est-à-dire que il peut venir, mais il sera sous-payé comme un faisant en fonction d'interne, qu'on a supprimé, hein, et il va devoir rester ici parce qu'il n'aura pas le droit d'exercer à l'extérieur. Donc ça, voilà, je considère qu'on n'accueille pas très très bien de ce point de vue-là. Et ensuite, il y a les commissions de validation. Je ne suis pas compétent pour savoir si un médecin a les compétences ou pas pour exercer. Et donc, voilà. Agnès, sur les PADU, donc il y a eu beaucoup de lois. Hein. Agnès, lorsqu'elle était ministre, en a fait voter une. Avec François, nous avons essayé de continuer à améliorer ce système qu'Olivier vient de dire. Je pense que faut savoir quand même que l'hôpital public tient grâce au PADU. Enfin, je pense qu'il faut aussi le dire, notamment dans certains services, et notamment dans les services des urgences. Donc nous avons essayé d'améliorer le système, notamment sur, j'allais dire, le temps nécessaire pour les évaluations. Mais il faut aussi expliquer qu'il n'est pas anormal qu'on puisse évaluer les compétences. Voilà, donc c'est trouver le bon équilibre entre le moment où on évalue et parfois ça arrive, certains ne réussissent pas les examens. Ouais. Et ben, ça arrive aussi à des jeunes qui ne réussissent pas, qui n'ont pas réussi le concours de médecine. Donc faut admettre que rater un examen, ça existe. Et c'est pas parce qu'on a exercé pendant tant d'années qu'on a le niveau requis. C'est là où c'est difficile. C'est un peu plus dur à accepter quand même. Mais c'est là où c'est difficile. Mais n'empêche qu'il y a un examen. Je voudrais rappeler quand même que le fait d'avoir un diplôme reconnu en France
n'est absolument pas lié à la qualité de la formation du pays d'origine. Il est lié à des accords bilatéraux qui se font au Quai d'Orsay et qui sont totalement indépendants de la formation. Par exemple, le diplôme américain n'est pas reconnu en France, parce que les Américains ne reconnaissent pas le diplôme français. Donc par bilatéralité, ah oui, ça n'a rien à voir avec la compétence du médecin américain. Donc de temps en temps, il peut arriver d'avoir des médecins formés dans des pays où la formation, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas les outils, ne correspond pas du tout aux standards du pays français. Et donc parfois on leur demande d'avoir 3 ans de formation supplémentaire pour se mettre à niveau. Et on est cohérent. Moi j'ai changé les études de médecine et notamment le concours de médecine de fin de 6e année, qui était l'examen classant national, où vous pouviez avoir des gens qui avaient 0 à l'examen classant national, qui parlaient pas un mot de français ou qui étaient nuls et qui à la fin étaient internes. Ils étaient le dernier à choisir, mais ils étaient internes et ils allaient à l'hôpital exercer. Nous avons changé ça avec Frédéric Vidal pour dire qu'il fallait avoir au moins 10 de moyenne pour pouvoir exercer la médecine. Et bien de la même façon que nous l'avons fait pour les médecins formés en France, nous l'avons fait pour les PADU, où il y a un examen et on leur demande une certaine compétence. Voilà. Et ceux qui sont bons, ils sont acceptés, ils doivent rentrer dans le système. Un mot, parce que la table ronde quand même s'intéresse à vraiment l'hôpital de demain. Je crois qu'il est important de parler du numérique, de la télémédecine, de l'intelligence artificielle dans cet hôpital. Aurélien Rousseau, comment vous voyez les choses, l'utilisation? Quel progrès pour vous? Pardon. Ça s'appelle un mistake. C'est exactement ça. Non, François Braun, oui. Voilà. Non, mais tu me rappelles que Aurélien m'a envoyé un message ce matin à 7h30. Il s'excuse de ne pas être là. Il a voilà, une obligation qui l'empêche d'être là, mais il m'a envoyé dès ce matin un mot d'excuse et il regrette de ne pas être avec nous. Voilà, du coup, j'ai son nom partout dans mes fiches. Il y a un moment, ça devait arriver. Voilà, tu pensais que je pensais à Aurélien. François Braun, c'est à vous que je m'adressais. Comment vous envisagez l'hôpital de demain avec l'usage du numérique? Quel apport, pour vous, ça peut révolutionner? L'hôpital de demain, mais la société de demain. Enfin, l'hôpital est qu'un reflet aussi de la société. La société de demain sera avec du numérique, c'est une évidence. Maintenant, toute la problématique du numérique en santé, et je pense que David Gruson doit encore être là, qui défend fermement les questions éthiques du numérique en santé, c'est absolument essentiel. Toute la question est de bien le positionner comme un outil. Et tout le monde doit le comprendre comme un outil. Si vous donnez un scalpel dans la main d'un chirurgien, ben c'est un outil, mais il doit savoir un peu comment il est fait et à quoi il sert. Ben je pense que c'est un peu pareil pour les outils d'intelligence artificielle demain. Souveraineté, durabilité, éthique, c'est les 3 éléments essentiels, mais ils sont déjà dans l'hôpital, dans les cliniques. J'ai été effaré de voir une étude récente publiée sur les médecins américains. 2/3 des médecins américains utilisent quotidiennement ChatGPT. ChatGPT n'est absolument pas fait pour faire de la médecine. Il y a des patients maintenant qui arrivent et qui vous disent voilà, j'ai ça, c'est ça qu'il me faut comme ordonnance. Au point qu'ils passent même un peu entre les fourches de l'IA Act européen, qui est quand même quelque chose de remarquable sur l'intelligence artificielle, parce qu'il ne sera pas considéré comme à haut risque. Pourtant, on l'utilise. Donc, de toute façon, on va les utiliser. Il faut encadrer cette utilisation sur les principes que je rappelais de souveraineté, de durabilité et d'éthique. Parce que travailler avec des bases de données qui ne sont pas fiables, on voit ce qui se passe aux États-Unis avec le CDC, où les chercheurs du CDC alertent sur des modifications des bases de données par le gouvernement Trump. C'est quand même très inquiétant sur ce qu'on va faire demain. Donc allons-y, bien sûr, on y est déjà, mais gardons notre propre arbitrage et restons quand même des cerveaux. J'ai un ami de la Société française de chirurgie qui me disait que pour lui, l'intelligence artificielle, c'est un exocerveau. Je trouve que c'est pas mal, oui. C'est un exocerveau, mais il faut un soutien de notre cerveau. Mais Glantine, ta réflexion, elle est pertinente, parce qu'avant, les patients, ils avaient le Vidal. Après, ils ont eu Dr Google. Maintenant, ils ont ChatGPT, qui livrera des ordonnances via AliExpress chez le consommateur en moins de 6 heures. Olivier. Pardon. Je ne dis pas que j'ai raison. Peut-être sans doute que j'ai tort. J'espère presque avoir tort, mais je ne suis pas d'accord avec François. Voilà. D'abord, comparer l'IA avec le scalpel, je pense que c'est passé à côté d'un truc essentiel. C'est qu'avec l'IA, pour la première fois dans l'histoire, on passe du faire au faire-faire. Le chirurgien, il fait avec son c'est un outil. L'IA n'est pas qu'un outil, c'est une architecture, c'est une infrastructure plus ou moins visible qui est en train d'irriguer absolument toutes les filières en santé, comme elle irrigue toutes les filières industrielles.
il ne faut pas qu'on passe à côté de ça parce que ça va avoir un impact qui sera massif. Je l'ai dit, c'est l'accès à la connaissance universelle avec tous les problèmes. Les biais énormes, tu as raison, les hallucinations, il y a encore 3% d'erreurs critiques dans les protocoles médicaux, il y a 15% des chatbots développés et validés par la FDA, seulement 15% qui sont équipés de dispositifs d'alerte. Il y a beaucoup de problèmes à régler. Mais enfin, ça va très vite, on n'en parlait pas il y a un an. Donc quand on se projette un tout petit peu en avant, moi je considère que ce n'est pas un outil, que c'est quelque chose qui va avoir une place qui sera plus importante. Et ensuite, moi, pendant 10 ans, quand on me posait la question de l'IA et des médecins, je disais, vous inquiétez pas, le rôle du médecin, ce sera de transgresser ce que l'IA lui dit, fort de sa pratique. Je lis comme vous les études scientifiques, je reste encore un peu circonspect et critique, mais une étude américaine qui a permis de montrer que, pardon pour ça, mais le médecin généraliste américain faisait 20% d'erreurs de plus que l'IA générative modèle ChatGPT, même pas de modèle entraîné sur des bases de données sanitaires. Donc on peut toujours critiquer. Mais si on passe à côté de ça, on va être en défensif par rapport à quelque chose qui est en train d'arriver, qui est assez massif, qui n'arrivera pas par l'entremise des médecins, mais qui arrivera par l'entremise des patients. Et évidemment que les patients ils utilisent ChatGPT. J'utilise ChatGPT. Et parfois, j'utilise ChatGPT après avoir vu mon médecin. Et parfois, je suis d'accord, avec à raison ou à tort, avec ce que m'a dit ChatGPT, parce que ChatGPT est sympa, il va toujours dans mon sens. Pour toi ? Ouais, bien sûr. J'ai fait un diagnostic, j'ai eu une recherche thérapeutique et je vous raconte l'anecdote, j'avais un médicament à prendre qui avait très peu d'effets indésirables, j'avais fait des tests, tant que j'avais pas la réponse, mon médecin me disait faut pas le prendre le médicament, il avait raison sur le papier, mais enfin il fallait attendre 5 jours, je demande à ChatGPT c'est quoi les effets indésirables, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas de résistance, mais attends d'avoir ton résultat pour le prendre. Je dis d'accord, mais enfin qu'est-ce que je risque? Là j'ai mal. Il me dit tu sais quoi, t'as raison, prends-le. Bon, ce qu'un médecin ne dira jamais, je dis pas que le médecin, je dis pas que Tu sais qu'il y a des erreurs quand même avec ChatGPT. Je dis pas que ChatGPT a raison, c'est pas ça que je vous dis. C'est que je vous dis que si nous-mêmes, médecins patients, on commence à l'utiliser, si les médecins disent ne l'utilisez pas parce que c'est vagin, oui, il faut... Moi je suis pas médecin, si là maintenant les médecins me disent de l'utiliser, ça va compliquer. Non mais ne voyez pas un emballement excessif, je vous dis juste qu'il est en train de se passer dans la réalité. Et il ne faut pas qu'on prenne de retard. De tout temps, les innovations ont entraîné des excès qui ont appelé des soignants pour les modérer. De tout temps. Le progrès a toujours pris des proportions très importantes avant d'appeler des médecins pour restaurer, des soignants pour restaurer la place dans la société. Donc le rôle qu'on doit avoir, c'est justement d'être là pour dire attention, il faut être vigilant, mais il ne faut pas être en défensif, parce que c'est en train de révolutionner et ça nous offre accès à des diagnostics absolument incroyables, des thérapeutiques absolument incroyables. On va pouvoir sans doute éradiquer des pathologies avec la génomique. Moi, mon cerveau de neurologue, il brasse 10 indicateurs cliniques, 5 indicateurs biologiques et 3 imageries. Je fais un diagnostic probabiliste de sclérose en plaques. Je vais donner le traitement probabiliste à ma patiente en espérant que ce sera le bon, fort de mon expertise. Ben, je suis désolé, l'IA me permet de déterminer avec beaucoup plus de certitude si c'est une forme progressive ou rémitante de sclérose en plaques, quel type d'immunomodulateur sera non seulement le meilleur pour la patiente, mais potentiellement le mieux accepté par la patiente. Et donc, moi je pense qu'il faut qu'on le voit comme chance, mais encore une fois en l'encadrant très fortement et en étant et en garantissant la place de l'humain quand même. Est-ce que vous voulez réagir, Agnès Buzyn? Juste un petit mot sur ça. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle et tout ce que ça produit. Par contre, il faut qu'on ait collectivement une grande vigilance. Et juste rappeler qu'en 2019, lors des révisions de loi de bioéthique, pour la première fois, nous avons dans la loi le mot intelligence artificielle. Je suis intimement convaincue qu'en 2027, lorsqu'on va commencer les nouvelles lois de révision de bioéthique, l'intelligence artificielle aura la place prépondérante dans les travaux qui seront les nôtres. Donc, mais on sera déjà en réaction par rapport à ce qui s'est passé en l'espace de 4-5 ans. Mais par contre, oui, je crois qu'il ne faut pas en avoir peur parce qu'il ne faut pas courir derrière. Agnès Buzyn. D'abord, on ne lutte pas contre l'air du temps. À partir du moment où un outil s'implante aussi rapidement dans la société, c'est illusoire d'imaginer qu'on va s'en passer. En plus, vu la technicité de la médecine aujourd'hui, je pense que l'IA pourrait être à l'avenir, s'il est bien cadré, un garant de la qualité de la sécurité des soins par rapport au cerveau humain. Sincèrement, vu la complexité de certains traitements, des interactions médicamenteuses, du nombre de diagnostics différentiels, etc., parfois je me demande qui peut se souvenir de tout ce qu'il y a à se souvenir quand on est médecin. Donc je pense que ça va être un outil. Je ne suis pas sûre qu'il faille compter sur ChatGPT. Les États-Unis aujourd'hui viennent de développer, il y a une start-up américaine qui est en train de s'implanter à une vitesse grand V qui s'appelle Open Evidence. Je crois qu'ils équipent déjà 10 000 hôpitaux, ils ont 8 millions de requêtes
par mois, et il ne se base que sur les bases de données du JAMA, du New England Journal of Medicine, du Lancet, etc. Donc c'est déjà une sécurité de qualité par rapport à une IA généraliste. Et puis le travail qu'on a à faire maintenant, c'est de montrer la reproductibilité des résultats. Est-ce que d'une IA à l'autre, on aura les mêmes, d'un patient à l'autre, etc. Donc ça, c'est tout un travail que doivent faire les soignants, les sociétés savantes, pour savoir quel est l'outil pertinent et comment l'intégrer dans le soin. Mais je suis convaincue que ça va changer les pratiques considérablement, que ça va améliorer la qualité et la sécurité pour les patients, et qu'il faut repenser le système de santé à l'aune de ça. Et comme Olivier le disait tout à l'heure, moi je crois qu'on est en train de former trop de médecins aujourd'hui. Je crains qu'avec cette augmentation très importante du numerus clausus pour répondre à une demande, dans 10 ou 15 ans, si on continue à ce rythme-là avec l'IA et la réflexion qu'on doit avoir sur les métiers paramédicaux, etc., on est peut-être trop de médecins. C'est ce que je dis à mes enfants, et je pense qu'il y aura peut-être trop de médecins, mais vraiment, aujourd'hui, c'est l'enfer. Pour bâtir des tableaux de garde aux urgences, aux blocs opératoires. Dans 25 ans. Je parle dans 25 ans. C'est ça, on évoque l'hôpital de demain. On arrive à la fin de cette table ronde, mais on ne peut pas terminer sans évoquer un autre enjeu fondamental, c'est que l'hôpital de demain, il doit être vertueux aussi d'un point de vue énergétique, il doit être écologique. Agnès Firmin-Lebaudot, je sais que vous avez travaillé sur ce défi, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Juste dire que la santé passe malheureusement sous les radars, souvent quand on parle de transition écologique, mais la santé, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre. Oui, on le sait. Donc avec l'admin et la FHP, on avait travaillé sur ce sujet. Je sais les hôpitaux très impliqués sur ce sujet, parce que d'abord, c'est un sujet de transition écologique, donc c'est un sujet de société, c'est aussi un sujet d'économie. De cohésion d'équipe. Et je suis intimement convaincue que c'est aussi un sujet d'attractivité des professionnels et des jeunes professionnels qui ont très envie de s'investir. C'est aussi une façon de repenser la médecine. Voilà, on était sur le scalpel qu'on stérilisait, on est passé au scalpel jetable. Est-ce qu'il ne faut pas revenir, parce que le scalpel est le produit du jour, au scalpel. Voilà, mais tout ça, c'est aussi une éternelle évolution. C'est la façon dont on conçoit les hôpitaux, mais c'est aussi la façon dont les professionnels viennent travailler. Voilà, donc tout ça, c'est un ensemble, et je sais que le système de santé est très engagé vers ça, parce que 10% des émissions de gaz à effet de serre pour le système de santé, c'est pas tenable. C'est pas tenable, et donc nous devons collectivement participer à l'objectif qui nous est fixé pour 2030 et pour 2050, et grâce à l'investissement de tous les acteurs, la pente est descendante, et c'est tant mieux, mais nous devons encore faire beaucoup. Un lit à l'hôpital, c'est 1000 litres d'eau de consommation par jour. Juste ce chiffre-là doit nous faire réfléchir. Mais je rappelle qu'une requête en IA, c'est 3 seaux d'eau qui sont jetés. On n'est pas au bout de nos problèmes. je vais donner la parole à Agnès Buzyn, et pensez juste, je voudrais après juste une phrase de conclusion à chacun sur l'avenir de la santé. Agnès Buzyn, vous vouliez réagir? Je voulais juste rebondir sur l'éco-responsabilité. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux au niveau hospitalier. Ça concerne le privé aussi, évidemment. Mais il ne faut pas oublier quand même que la majorité de cette production de CO2 est liée à la chaîne de production des produits de santé. Et au transport des médicaments, aux bateaux qui viennent de Chine, etc. Donc voilà, il faut aussi savoir que notre manque de souveraineté sur un certain nombre de productions de produits de santé aggrave le coût écologique. Merci. François Braun, pour conclure sur cette table ronde, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire sur cet hôpital de demain? J'ai envie de dire quelque chose qui est contraire à ce que j'ai entendu aujourd'hui et qui m'énerve à chaque fois. J'ai entendu dans les discussions de cet après-midi qu'il faut du courage politique. Je pense que tous les quatre, nous vous avons montré que le courage politique, il existe. Et nous, par contre, on s'est confrontés, les uns et les autres, au manque de courage aussi des professionnels de santé et de l'écosystème pour avancer. Et je pense que c'est bien de remettre de temps en temps un peu l'église au milieu du village. Les politiques, d'une façon générale, veulent avancer. Il faut que nous, vous, soyez capables d'avancer aussi à la même vitesse. Merci François Braun. Olivier Véran. Ah bah oui, je vais faire chacun votre tour. On arrive moi, j'ai une vraie passion pour le système de santé, pour ceux qui y exercent, quel qu'il soit en fait. Parfois, ça me met en colère aussi de voir qu'on veut faire bouger les choses et que c'est compliqué. Parfois, on fait mal aussi. Parfois, on explique mal aussi. Parfois, il y a beaucoup de peurs qu'on n'arrive pas à combattre. Parfois, on donne trop de priorité pour qu'on puisse en conserver une. Vous parliez de l'environnement, je suis désolé. Enfin, il faudrait qu'on finance un Ségur de l'environnement en santé si on voulait vraiment que les gens commencent à se poser la question. Dans le Ségur de la santé, c'était
hélas, pas la priorité face aux autres urgences. Donc, où on axe un objectif de développement durable et on y va à fond, ou ce sera des vœux pieux. Enfin, il faut se dire les choses, il faudra de l'argent pour ça. Non, vous dire qu'une conviction peut-être plutôt qu'une remarque, parce que parfois j'entends des gens qui ont très peur, notamment d'investir en santé en France, en disant finalement, ne vous faites pas de soucis là-dessus. La santé a remplacé le salut, disait Canguilhem. C'est la revendication politique numéro 1 pour les gens, c'est la priorité de la nation. Et quoi qu'il arrive, la santé devra rester debout. Donc ça veut dire qu'on peut déplorer les stop and go, les allers-retours, les complexités, etc. Mais en définitive, la part de la richesse nationale consacrée aux dépenses de santé, qu'on la décompose en prévention, en curatif, en ce que vous voulez, elle ne va faire que croître dans les années et dans les décennies à venir. Donc la question, c'est comment est-ce qu'intelligemment, tous ensemble, on arrive, comme le dit François, à discuter de la manière dont on va utiliser cette croissance des dépenses pour arriver à faire quelque chose qui rend les soignants plus heureux et peut-être un jour les ministres moins honnis. Merci beaucoup. Agnès Firmin-Lebaudot. Pendant la crise du Covid, le secteur de la santé, et quand je dis le secteur, c'est tous les acteurs de la santé, ont su faire bloc. Ont su faire bloc. Et donc, très vite, à la sortie de la crise, cette espèce d'esprit de solidarité, d'entraide, il s'est un peu étiolé. Moi, je rêve qu'on puisse collectivement retrouver cette solidarité qui s'est créée naturellement parce qu'il fallait y aller, mais que ce soit notre quotidien. Et que peut-être, j'allais dire, le système politique l'a facilité en faisant sauter les barrières administratives et réglementaires. Mais moi, je rêve qu'on puisse ensemble, je crois que c'est le mot ensemble, tous les acteurs de santé faire bloc au quotidien. Et je pense que ce soit dans la construction du nouveau système de santé dont nous avons besoin et dont nous sommes conscients qu'il va falloir le faire qu'au quotidien. Je crois que le mot de se dire transgressons, j'allais dire, nos différences de professionnels en une espèce d'unité, et je pense que c'est comme ça qu'on avancera. Merci beaucoup Agnès Buzyn. J'hésite beaucoup à vous faire une conclusion politiquement correcte ou à être un peu provocatrice plutôt. Voilà. On a tous envie de dire qu'on fait un métier formidable. Je dirais que comme Olivier, j'adore le système de santé, je suis soignante, j'aime l'hôpital, j'aime m'occuper des malades. On est tous soignants ici, tous les quatre. Mais en réalité, on est face à un mur. Aujourd'hui, nous allouons 12,3% de notre richesse nationale à la santé. Et ce chiffre augmente de 4% par an. C'est le vieillissement, c'est la technologie, il y a 1000 raisons. Mais 4% par an, c'est ce que nous allons en plus depuis que je suis ministre. Si on fait le calcul, dans 10 ans, vous faites le calcul avec une calculette, dans 10 ans, nous allons 20% de notre PIB à la santé. Alors là, je ne m'adresse pas à vous en tant que professionnel, mais en tant que citoyen. Est-ce que c'est un choix délibéré que nous avons fait collectivement ? Est-ce que nous voulons mettre cet argent dans la santé, dans l'éducation, dans la recherche et l'innovation, dans la défense? Moi, je pense que le système n'est pas soutenable, en réalité, parce qu'on va dans le mur. Et donc le système n'est pas soutenable, ça veut dire des réformes courageuses. Je vois 3 axes. C'est l'organisation territoriale, c'est améliorer la pertinence des parcours et des soins. On sait que 20% des actes sont non pertinents. Et c'est travailler à fond la question de la prévention. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas pouvoir continuer à 4% d'augmentation de l'ONDAM tous les ans. Avec une retraite à 60 ans. Ou alors on se met à travailler jusqu'à 70 ans, mais avec 1% de croissance par an, et on est en dessous de 1% de croissance par an aujourd'hui du PIB, et on est revenu sur la retraite, le système n'est absolument plus soutenable. Voilà, il faut le dire, il faut réaliser, et il faut réfléchir ensemble à comment on s'en sort. Merci beaucoup, merci infiniment à tous les 4. Restez ici s'il vous plaît, merci infiniment. Vous restez 3 minutes parce que si vous partez, les adhérents vont partir. Juste quelques mots de remerciement. 30 secondes. Ce matin, comme à l'accoutumée, je ne voulais pas venir et là je veux partir. Parce que c'est vrai que j'avais la pression, j'ai mal dormi parce que vous retrouvez, c'est quand même de la tension et puis on ne sait jamais comment
peut se passer la journée, il peut y avoir un dérapage, il peut y avoir des difficultés. Et j'ai passé une très belle journée. Merci Églantine pour, c'était un plaisir. Pour cette collaboration depuis 4 ans. Merci beaucoup. Et bien sûr, pour en arriver là, c'est une équipe qui s'appelle le 106, la FHP le 106, c'est Christine, la patronne. Merci. C'est Bertrand, c'est Béatrice, c'est Fabienne. J'aimerais qu'on les applaudisse également. Fabienne, Aude, Marie-Claire, la cellule communication, Maxime, Océane et Valérie, et bien sûr l'espace événementiel, Sarah et Jean-Claude. Et nos partenaires fidèles, la KPR Alliance. Voilà, pour vous avoir présenté ce format qui m'a plu aujourd'hui, parce que c'est une journée dense. On a commencé à 9h10, on finit à 19h. C'était dense, c'était riche, mais vous êtes encore là, donc merci. On va continuer par un temps convivial. Ceux qui ne se sont pas inscrits, il n'y a aucun problème, parce que j'ai rajouté des boissons en plus et la nourriture, et personne ne va manquer. Donc si vous n'êtes pas inscrits, vous restez. Mesdames, messieurs les ministres, aussi je sais que tu as un train, parce que demain tu as dit que tu étais à l'hôpital. Tu peux y aller, François. Tu voulais ta photo avec eux 5. Ah alors oui, si tu veux, tu finis ta conclusion donc, voilà, au milieu de je nos 5 termine ma conclusion ministres. tout de suite, parce que je ne voudrais pas que François parte. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'être inscrits si nombreux. C'est pour la fédération la marque de reconnaissance de votre engagement, de votre fidélité à nos travaux. Et demain, dès demain, on va moins rire parce qu'on va se battre pied à pied sur le PLFSS et les tarifs, parce que le 1er janvier, c'est grosso modo ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est savoir si on pourra travailler et innover en 2026. J'en suis persuadé, sinon je ne serais pas président de syndicat, et toujours positif. Mais ça va être compliqué, mais on va y arriver tous ensemble. Et vous êtes là pour montrer à nos décideurs, à nos hommes politiques, que je ne suis pas seul à parler et que vous êtes une armée avec nous sur les territoires, et je suis fier de vous. Merci. Merci beaucoup et très bonne soirée à tous. On vous attend juste à côté. Merci beaucoup.